Cerno. Épisode 98. Alors toi, Lisa, tu t'es retrouvée veuve à 34 ans Oui, c'est ça. et tu me disais que tu avais appris que il y avait eu un gros problème de mensonge. Oui. Alors, tu sais bien qu'au départ, je voulais pas t'en parler, mais là, je vais en parler. C'est pas facile pour moi parce que, si tu veux, moi-même, je voulais pas te le dire parce que j'ai pas envie que ça soit mal interprété. Tu comprends ? Je te le dis à toi. Tu voulais la fin de l'histoire. Je te la raconte. C'est pas vrai? À la dernière réunion de copro, j'ai évoqué cette histoire de serial killer devant mes voisins. Thierry qui tuait les vieilles dames. Ah ouais? C'était son passe-temps favori. Il tuait comme d'autres vont au bureau. C'est pas du tout mon truc. Mais pourquoi? C'est peut-être bien la mort. La mort? Ça ne me pose aucun souci. Ça viendra quand ça viendra. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Elle est très gentille, cette petite Catherine. Insouciante. J'ai failli marcher sur un rat. Cabinet d'avocat, bonjour. Je suis en transition. C'est ça la vie. Je sais pas si tu l'as vu, ma chatte. Voilà une belle question. Mais j'avais envie de vivre. Ich heiße Thorsten Wolleck. Il voulait être appelé Haussmann. Mais c'est quoi ça? C'est une catastrophe cette enquête. Cerno. Et lui, il a eu 300-400 filles dans sa vie, donc c'était un playboy. 3, 2, 1. Bon, je vais te raconter ce que c'est, mais en même temps, aujourd'hui, on dirait qu'il est mythomane. Tu vois, un peu comme Jean-Claude Roman, tu te souviens, celui qui a... Voilà. Moi, je sais pas si je peux employer ce mot, parce que c'est un peu la réalité. Mais il m'inventait des choses, et je vais te raconter quoi. Mais ce qui est assez terrible pour moi, c'est que en fait, j'y croyais dur comme fer, alors que je suis une femme plutôt scientifique, et que je me dis que j'étais d'une naïveté incroyable, que peut-être que si je n'avais pas cru ces mensonges, j'aurais pu faire des choses et l'aider ou le sauver même, tu vois. Enfin, c'est un peu complexe. Je ne sais pas si je dois être en colère contre lui ou l'admirer pour ce qu'il a fait. Je ne sais pas s'il était conscient ou s'il n'en était pas conscient. Je pense qu'il était conscient quand même. Bon, globalement, il s'est inventé une vie. Donc, il faut bien tout remettre dans le truc. On est ensemble, on tombe fou amoureux. Bon, moi j'apprends très vite, peut-être au bout d'un mois de relation ou 2 mois, qu'il est séropositif. Alors je pense qu'il avait quand même déjà des capacités à mentir. Donc là, en fait, il a commencé à me raconter des trucs de fou. Par exemple, il m'expliquait qu'il faisait partie d'une bande qui traquait les nazis encore en vie. Enfin, on n'est pas dans les années 40, là, tu vois, on est en 1900, tu vois, il doit rester 4 nazis sur la planète, quoi. Enfin bref. Alors pourquoi ? Parce que lui, il était très mince. Et donc, lui, si tu veux, il était chargé de rentrer, tu vois, par des vasistas et tout, parce qu'il était hyper agile et hyper mince. Voilà, ça, c'était son truc. Et donc, cette bande, ils avaient un signe de reconnaissance, c'était une bague. Et en fait, dans cette bague, alors, je vais te la montrer, c'est celle-là. Donc, c'est une bague en argent, on dirait une chevalière un peu, avec une pierre carrée noire. Tu la portes à ton pouce gauche. Parce mais en fait, à un moment donné, c'est la mienne, en fait. Parce que j'ai voulu faire partie, non mais tu vois, la meuf, de sa bande, là, de son... Et donc, un jour, il est arrivé avec ça en me disant, ça y est, tu en fais partie, quoi. Il avait une bague et puis moi, j'avais la mienne. Et alors, à l'intérieur, il est censé y avoir un de mes cheveux, voilà, qui a été mis lors d'une cérémonie sur une île grecque. Voilà. Donc, il te raconte ça, t'as 26 ans. T'es amoureuse? 28. Non, en fait, je suis paniquée parce que je suis passionnée. C'est ça, tu vois, c'est très dur, je te le raconte, mais je pense que les gens vont dire, mais quelle stupide. Mais en même temps, je sais pas comment t'expliquer. C'est un truc, tu es passionné. Le sida, je crois que c'était la pire des choses pour les jeunes à cette époque-là. Moi, je tombe dessus. Je pense que j'étais clivée. Il y avait un côté de ma tête qui pouvait aller bosser et tout, et l'autre qui était totalement flippé, donc qui pouvait croire. Mais tu sais, parfois, alors je te raconte des autres mensonges, mais parfois, tu vois, je me ressens encore une fois où dans ma tête, j'ai un moment de lucidité, et je me dis, mais c'est pas possible, tout ça est faux. Et en fait, je me sens tombée, tu vois. Je veux dire, je sens une espèce de vide en moi, et si tu veux, ça me fait tellement souffrir. C'était une façon de ne pas tomber dans le précipice intérieur. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, si ça avait été faux, ça voulait dire qu'il allait mourir. Et moi, il me racontait des choses qui me faisaient croire qu'il allait continuer à vivre parce qu'il était exceptionnel. Voilà, il faut comprendre que parfois, dans la vie, il y a des moments psychologiques où tu peux
être extrêmement naïve parce que vraiment, voilà, le sida, c'était un truc énorme. Donc, psychologiquement, tu peux aller dans des trucs, quoi. Je pense qu'en même temps, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, hein, ça faisait aussi briller mon ego, en fait. Tu vois, waouh, moi je suis avec un mec qui fait partie d'une bande, tu vois, aussi. Il était devenu un super-héros, en fait. Exactement. C'était aussi, alors un jour, il était dans la rue, et des bouddhistes étaient venus le voir, en lui disant qu'il était la dernière réincarnation du Dalai Lama. Donc, voilà. Alors, je sais plus exactement les détails, hein, parce que bon, il y en avait un de Dalai Lama, mais en fait, lui, il était d'une autre branche, si tu veux. Alors, il devait les rencontrer, les voir, voilà. Ce qu'il me racontait aussi, c'est qu'avec, alors, tu sais, c'est très mélangé parce qu'il m'en a raconté tellement. Il était extrêmement riche aussi. Il avait un compte en banque, bon, que j'ai jamais trouvé, hein, en Suisse. Ou au Luxembourg. Tu vois, c'était encore plus malin. Parce que tout le monde dit un compte en Suisse. Et quand tu dis un compte en Luxembourg... C'est moins évident. Ben oui, tu vois. C'est moins évident que ce soit un mensonge. Et donc, avec ce... Alors, je sais plus comment il gagnait cet argent, mais peut-être avec toujours son club, là. Il construisait des orphelinats en Afrique. Et puis alors encore un autre de ces mensonges, c'est que par exemple, lui, il n'allait pas du tout mourir du sida parce qu'il avait un sang spécial en fait. Et justement, ils étaient en train de l'étudier. Et alors même moi, je me rappelle en disant, mais Sébastien, il faut que tu fasses quelque chose parce qu'il y a des tas de gens qui sont en train de mourir. Si toi, tu as une particularité pour pas mourir, il faut que tu le dises pour que les autres puissent vivre. Voilà, et j'en oublie certainement. Là, je t'ai mis les plus gros. Par exemple, quand on allait je sais pas moi, une fois, il m'a emmené manger. Il faut dire aussi qu'on vivait. Alors, autre détail, bah, tu sais, comme il avait attrapé le sida qu'il était séropositif du fait donc des transfusions, évidemment qu'il avait une somme d'argent. Puisque l'État, vu que c'était l'histoire du sang contaminé, l'État a donné de l'argent. Alors, je sais plus combien il avait eu à l'époque, peut-être 1 million de francs ou un truc comme ça. Et donc, mais qui claquait. Et on claquait comme ça, tu vois. C'est-à-dire, c'était, par exemple, si on a un voyage, tu vois, il prenait le plus bel hôtel, le machin. Donc, tu vois, c'était une drôle de vie quand même. C'était super bizarre. Enfin, voilà. Donc, tu imagines un peu cette vie avec beaucoup d'argent, en même temps le sida. Drôle de truc, quoi. Ouais, c'était une espèce de tourbillon. Tu devais plus savoir où t'étais. Bah non, et puis je pouvais en parler à personne. C'est-à-dire qu'à l'époque, personne, à part son père et son frère, et un ami, savait qu'il était séropositif. Sa mère, elle le savait pas. Donc on a vécu tous avec ce secret. Parce que c'était pareil à l'époque. Quand t'allais chez quelqu'un, bah, s'il savait que t'étais séropositif, il nettoyait ses toilettes après. Il allait nettoyer son verre à la javel. Il te faisait juste la bise. Il y avait quand même, il faut le dire, hein, il y avait, on imaginait que ça se transmettait, même si on le savait, tu vois, que ça se transmettait pas, par exemple, par la salive. Eh ben, les gens, ils étaient quand même un peu, tu vois. Moi-même, hein, parfois, je me rappelle une fois, on va boire un pot avec mon frère. Et il prend un cocktail, mon frère, et puis il veut demander mon frère n'est pas courant, donc il a une paille, et demande à Sébastien, est-ce que tu veux goûter, quoi. Et moi, en fait, tout de suite, j'ai un réflexe de panique, que mon frère, après, reprenne la paille, et que, tu vois, alors que je savais très bien que moi, je vivais avec cette maladie, mais je savais, enfin, tu vois, j'avais quand même aussi ce truc, c'était vraiment une maladie de merde. Vraiment. Ça l'est toujours. Oui, je sais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, t'avais rien du tout, quoi. Et puis Sébastien, il était malade avec son cœur à l'envers, son pacemaker, enfin, tu vois, ses chances de survie, elles étaient moindres, hein, quand même, hein. Donc, voilà. Donc, si tu veux, moi, j'ai vécu une espèce de truc très bizarre, quand même, tu vois, avec plein de mensonges, mais en même temps, voilà, comme je te dis, est-ce qu'il les faisait pour que je reste avec lui ? Je suis pas sûre. Je pense qu'il avait envie de faire en sorte... Est-ce que c'était un garçon qui se sentait mal dans sa peau ? Je suis pas sûre. Tu sais, les gens, quand ils le voyaient, ils le trouvaient, mais juste d'une sagesse incroyable, quoi. Il avait un regard sur les gens. Enfin, moi, je suis tombée amoureuse pour ça, hein, parce que c'était un garçon qui avait rencontré la mort quand il était petit.
Et qui était d'une sagesse énorme, c'est-à-dire à 8 ans, donc on a été obligé de lui mettre un pacemaker pour... enfin bon, bref. Et il y a une histoire de sang qui est sortie du truc, enfin tu sais, qui font circuler le sang à l'extérieur et tout ça. Et tu vois, il me racontait qu'il ne pouvait pas manger salé, donc il pleurait pour avoir du sel avec ses larmes. Enfin, tu vois, il me racontait ces choses. Et moi, chaque fois, c'était... tout ce qu'il me racontait, c'était merveilleux, quoi. T'étais folle de lui. Oh oui. Mais toujours, hein. Je suis toujours folle de lui, en fait. Hein. C'est... je sais pas comment te dire, il était d'une humanité incroyable. Dans la rue, s'il voyait une injustice, tu vois, je sais pas, il intervenait. Enfin, tu vois, bon, on dit souvent, nanana, les morts, on les met sur un piédestal. Et moi, d'ailleurs, il me l'a dit, arrête de me mettre sur un piédestal, tu vois. Mais c'est vrai, je le mettais sur un piédestal. Mais en même temps, il faisait tout pour que je le mette sur un piédestal, tu vois, en me racontant ces histoires-là. C'est... voilà. Donc en fait, tu te dis qu'il t'a créé un monde merveilleux pour... peut-être pour oublier la mort qui arrivait. Exactement. Je pense que lui, il savait qu'il allait mourir. Il savait, il a essayé de me dire une fois, et moi j'ai pas voulu, je me rappelle, j'avais Pascal à la maison, c'est un ami, puis il arrive vers moi pour me le dire, et moi je me tape les mains contre le mur en disant c'est pas vrai, je veux pas entendre. Tu vois, je ne pouvais pas entendre. C'était impossible pour moi qu'il meure, je ne voulais pas qu'il meure. Et qu'il essaye de me l'annoncer, tu vois, donc ça fait que... Alors on a parlé parfois de sa mort, moi je lui ai dit, si jamais tu meurs... je veux que tu m'envoies un message. Si tu meurs un jour, je veux que tu m'envoies un message. Voilà. Il te l'a envoyé ? Oui. Oui, je pense qu'il m'a envoyé des messages, il m'a envoyé des trucs super bizarres. Parce que quand il est mort, t'imagines... alors là, vraiment, j'étais... Pendant 6 mois, j'étais une loque. J'étais toute la journée en djellaba. Alors, je prenais ma douche, je mettais la djellaba. Et je sortais de la rue Bayou, puisque j'habitais rue Bayou, pour m'acheter mes clopes et re-rentrer. Voilà, je ne faisais que ça. C'était terrible. J'ai perdu... Enfin, j'étais rachitique, quoi. Et donc, il y a eu des choses super bizarres. C'est-à-dire qu'un jour, justement, je lui ai dit... j'étais dans mon lit, quoi. Je me rappelle avoir hurlé « Mais montre-moi que t'es quelque part !» Tu vois, bon. Parce que je travaillais plus rien, hein. Tu vois, là, moi, j'étais dans un état, une lavette. Hein, je voyais plus personne, c'était affreux. Et à ce moment-là, il y a la porte qui s'ouvre. Voilà. Et qui était fermée, bien sûr. Elle s'ouvre. Bon. Ensuite, pareil, une fois, il y a... Moi, il disait toujours que j'étais une emmerdeuse. Mais c'est genre, tu sais, c'est le mot d'amour, quoi. Ah, t'es une emmerdeuse et tout. Puis un jour, on était avec son père, et puis un type qui se retourne vers moi et qui me dit « Vous êtes une emmerdeuse ». Tu vois, alors les autres vont dire « Gna, gna, gna. » Mais moi, je m'en fous. Pour moi, c'est des signes. Pour moi, il est là. Ou alors, parfois, une chanson qui arrive. Tu vois, moi, à chaque fois qu'il y a on avait une chanson... c'est Just the Way You Are de... comment il s'appelle ce chanteur noir. Oui, Barry White. C'est Barry White. Just the Way You Are. Et un jour, en fait, moi j'étais dans le lit et tout, je l'attendais souvent. Et il arrive et il y a cette chanson et il m'a dit viens danser. Et j'ai dansé, bon, c'est nul ce que je te raconte, mais moi ça me fait... J'ai dansé ce slow toute nue contre lui. Voilà. C'est pas nul. Ouais, non, non, mais c'est pas que c'est nul, mais c'est bizarre de raconter ça, tu vois. Et je crois que je l'ai jamais raconté à personne, d'ailleurs. Et en fait, si tu veux, à chaque fois que je l'entends, parce que c'est vraiment une musique que tu peux entendre à chaque fois, en fait, c'est comme un message de lui à moi, même si c'est faux, tu vois. Donc, il fait toujours partie de ma vie, hein, et il sera là jusqu'au bout, quoi. C'était un mec qui faisait en sorte que mes rêves se réalisent aussi, tu vois. Il était vraiment à l'écoute. Et c'est vrai, tu sais, je trouve que il n'y a pas souvent des gens qui sont à l'écoute, en fait. Et c'est triste, en fait. Excuse-moi, là, je pleure parce que je me rappelle de cette écoute qu'il avait, en fait, tu vois. Voilà. Donc, tu vois, il pouvait mentir, mais être à l'écoute quand même. Donc... moi, je le juge plus là-dessus. Moi, je suis tellement heureuse d'avoir partagé autant de temps avec lui, quoi. J'ai jamais retrouvé une telle écoute, en fait, jamais. Voilà. Tu sais tout. Je t'ai raconté ce que je t'avais pas dit la dernière fois. Tu te sens comment ? Je parle plus beaucoup de Sébastien, donc ça me fait du bien d'en parler, tu vois, parce que au fond, tu vois, nos morts, finalement, c'est rare qu'on en parle. Donc là, ça l'a fait un peu revivre, quoi.
Comment tu t'es rendu compte qu'il avait arrangé la réalité ? Parce que figure-toi qu'après sa mort, il a fallu que je continue à le faire vivre. Et j'ai fait ce que je fais avec toi pour Cerno, c'est-à-dire j'ai commencé à faire des enquêtes. Tu vois, ça, cette bague, en fait, je pense qu'il a acheté cette bague, donc du club des nazis. Je pense qu'il avait acheté la sienne quand il était sur les îles grecques, puisque je sais qu'il a été en Grèce. Et que je sais plus ce qu'il m'avait expliqué, enfin bref, il l'avait pas eu pendant quelques jours, je pense qu'il a fait refaire chez un bijoutier exprès pour moi, tu vois, il est allé je ne sais où refaire cette bague, voilà. Mais c'est très émouvant en fait, c'était pas un mythomane. C'est pour ça que, si tu veux, je sais pas comment t'expliquer, c'est extrêmement dur à raconter parce que moi je sais qu'il l'a fait pour me rendre la vie plus jolie, quoi. Et parce qu'aussi, il m'aimait, il y a un moment donné où il a été très dur avec moi. Et puis un jour, il m'a dit, voilà, ça fait 2 ans que j'essaye en sorte que tu t'en ailles, parce que je veux pas t'imposer ce que lui, on lui avait imposé, la mort de sa femme, en fait, quelque part. Et bon, t'es toujours là, quoi. Donc bon, ok. Tu vois, c'est-à-dire que... Et je pense que, voilà, il y avait un amour terrible entre nous, et que c'était extrêmement dur que cet amour... tu vois, par exemple... Ah oui, attends, encore un truc qui me faisait croire. Il me faisait croire que... Il me dit, t'as remarqué, Lisa, quand je suis en voiture et tout, voilà, j'arrive à... Tu vois, quand quelqu'un déboîte et tout, je disais oui. Il me disait, tu sais pourquoi ? J'ai dit non. Il me dit, parce que j'arrive à entendre ce que les gens ont dans leur tête, en fait. Donc... Peut-être qu'il le croyait. Je crois pas. Non. Franchement, je crois pas. Non, parce que alors là, tu en passes je pense que les mythomanes, ils croient, tu vois. Lui, je crois qu'il croyait pas, puisque je te dis, à un moment donné, tu sais, maintenant que j'y repense, il y avait des fois où je pense qu'il crevait de me le dire et que c'était pas possible, quoi. Parce que quelque part, il aurait peut-être eu peur que je le quitte à ce moment-là. Parce que tu imagines, s'il m'avait dit tout ce que je te raconte depuis 5 ans, c'est des mensonges, peut-être que je ne serais pas restée aussi. Enfin, tu vois, c'est... Je crois pas qu'il y croyait. Voilà, ça n'arrêtait pas, c'était constant. Donc moi, tu vois, je te dis, je pense que ça permettait, ça flattait mon ego aussi, et en même temps, ça me permettait de sortir de cette détresse absolue face au sida et à sa mort, quoi. T'as eu une drôle de vie. Ouais, j'ai une drôle de vie. Et d'ailleurs, ça me fait étrange parce que je trouve que ma vie, elle est trop classique quelque part aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu. Parce que moi, c'est un peu étrange, hein, ce truc, hein, en fait. Ça t'a pas laissé trop malheureuse, sa disparition? Après, oui. Hein. Alors, autant te dire, aujourd'hui, je vais être honnête, je pense pas tous les jours à lui. Mais il m'accompagne toujours dans mon cœur, il est là, quoi. Et puis bon, c'est comme tout, j'ai toujours une culpabilité. Parce que je me sens responsable de sa mort aussi. Voilà, c'est... Alors mon psy a beau me dire que c'est pas de ma faute s'il était séropositif, etc. Bon, voilà, dans mon esprit, tu sais, la culpabilité du survivant, quoi. Le truc, tu vois ce que je veux dire, un truc... bon, c'est comme ça. Alors, voilà. Ma vie est plus classique, disons. Mais j'essaye toujours de la rendre un peu, je sais pas comment te dire, je fais pas des trucs extraordinaires, mais je pense que je suis un peu bizarre quand même, voilà, tu vois ce que je veux dire. Il me reste ça un peu de cette histoire. Un peu fantaisiste. Ouais, il me semble. T'as un peu de fantaisie. Ouais, et puis je pense que je laisse pas les gens indifférents, ça je le sais. C'est-à-dire ils peuvent me détester comme adorer, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui, je suis pas mitigée. Je pense que ça m'a laissé ça parce que tu vois quand je parle, j'ai beaucoup d'énergie. Tu vois, c'est un espèce de truc un peu. Donc je crois que ça m'a laissé ça aussi, tu vois. Cette espèce de truc qui peut être complètement effrayant, comme attirant. T'as une photo de vous deux? Attends, peut-être que j'en ai là. Juste voir. Ah si. Alors là, tu vois, j'étais à Nice. Donc là, tu sors un album de photos. Mars 94, tu me rejoins à Nice. Une surprise. Voilà. J'étais super heureuse. On était ensemble depuis très peu de temps. Voilà, tu vois, comme il me regardait. Puis là, je pleurais tout le temps. Vous embrassez. Voilà. Là, c'est tous les deux à Nice. T'as toujours eu cette chevelure brune très longue.
Tu sais qu'il m'a demandé de jamais couper mes cheveux, c'est pour ça que je les ai jamais coupés. Ah, jamais. Voilà. Alors là, c'est le jour où on a appris que j'étais pas séropositive. Tu pleures. Bah ouais, je pleure parce que j'apprends que je suis pas séropositive en fait. Il me prend en photo, tu vois. Vous êtes très ado. Bah on a 25 ans. Voilà. Donc après on boit le champagne pour fêter ça. Et puis voilà, ça c'est lui qui me prenait en photo. Voilà, tu vois, on aimait danser ensemble. Ça, j'adorais danser avec lui. En fait, vous vouliez être invincible. Ouais, je pense. Ouais. Bah, il fallait, hein. Qu'est-ce que... Là, il y a une photo de toi. Donc, t'as 25 ans, à peu près. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette jeune fille ? Je sais pas. Moi, je peux pas... Oh là là, non, mais c'est affreux ce que je devrais lui dire. Je peux pas lui dire de fuir, tu comprends ? Et pourtant, c'est ce que je devrais lui dire. Tu crois ? Ouais. Bah oui. Parce que finalement, ouais, ça a été difficile, quoi. Bah, c'est terrible, mais en même temps, voilà, c'est notre mariage en Jamaïque. Ouais, lui dire si tu veux, j'aurais vécu une vie entre guillemets normale. J'aurais épousé un type à la con, peut-être, avec qui j'aurais eu des enfants, j'en sais rien, tu vois. Mais j'aurais pas ce vide que j'ai en moi, tu vois, il me manque. Voilà, tu sais tout. Tu peux comprendre que c'était difficile à raconter ? Oui. Ouais, je suis désolé pour toi. Ben non. Non, il faut pas être désolé parce que si tu veux qu'il soit mort, oui, ça vraiment c'est triste. Mais écoute, il m'a fait vivre quand même quelque chose de fou. Mais c'est une drôle d'histoire. Hein, mais bon, tout le monde en a un peu, je crois, des drôles d'histoires. C'est ta vie. C'est ma vie, voilà. C'est quoi la vie ? La vie, bah, c'est une suite de jours. Parfois, on se dit, putain, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Souvent, je me dis ça, actuellement. Tu voudrais mourir ? Je sais pas, tu vois, je sais pas ce qui va se passer de mieux. Tu comprends ce que je veux dire ? De fabuleux, un truc qui va me faire vibrer, quoi. J'ai pas envie je sais pas comment t'expliquer. Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jours qui se ressemblent. Même si j'essaye de les rendre plus flamboyants, plus, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et parfois, je me dis, mais non, et à un moment donné, il va y avoir une nouvelle étincelle, tu vois. J'ai envie d'une nouvelle étincelle, en fait, qui me permet de retrouver, tu vois, cette espèce de waouh, tu vois, que tu peux avoir parfois dans ta vie. Je suis un peu fatiguée de la vie en ce moment. Et voilà, j'espère que s'il y a une mort, j'espère qu'elle sera un peu rapide. J'ai pas envie de crever dans un hosto ou un truc comme ça, tu vois. Si tu veux, bon, là j'ai 55 ans, d'accord ? Je me dis, bon, il y a encore 15 ans où je peux être mais après... Mais avant de partir, j'aimerais bien retrouver tu vois, une espèce de truc de dingue, quoi. J'ai envie de retrouver un sentiment de dingue, me sentir, voilà. Donc, je sais pas si c'est à moi de le faire ou si c'est la vie qui va m'amener quelque chose, je sais pas. Mais une aventure, quoi. J'ai envie de revivre une aventure, en fait, comme j'ai vécu avec lui, tu vois. Bon, voilà. Je t'ai tout dit, hein ? Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Franchement, je suis contente d'avoir raconté. Puis voilà, c'est pas forcément un secret, mais c'est toujours pareil, c'est le regard des autres. Mais en fait, en même temps, je m'en fous, quoi. Hein, on est d'accord ? Et puis la mort aujourd'hui de Thierry Paulin, meurtrier présumé de 18 vieilles dames à Paris entre 1984 et 1987. Oui, il est mort du sida. Décrit par ceux qui l'ont approché comme un être inconscient, mythomane et amoral, Thierry Paulin avait stupéfait... Noceur, mythomane et homosexuel, il s'affichait sans retenue. Toxicomane détraqué peut-être, assassin pour l'argent sans doute. Perturbé par sa maladie, le sida, pourquoi pas. 3-2. Ici Cerno. Je suis de nouveau dans le secteur de la rue Bayou, dans le périmètre de la peur, et j'ai rendez-vous avec Alice Lobel, ma voisine de palier, et sa mère Martine, qui ne sait pas vraiment pourquoi
Je veux l'interviewer. On a rendez-vous au café qui fait l'angle. Là où j'étais allé dans l'épisode 94 et où j'avais pas été franchement bien accueilli. Je passe devant l'immeuble d'André Gescoff, au numéro 12. Il pleut, il y a une légère bruine. Et maintenant, je passe devant le numéro 4. Et j'ai une petite pensée pour l'Isadole. C'est là qu'elle habitait, au rez-de-chaussée à droite de la porte. Il y a 2 grandes fenêtres avec des volets fermés et des barreaux. Et une toute petite fenêtre sur la gauche qui correspond, je pense, aux toilettes. Là où son mari Sébastien est tombé. Ça me serre le cœur. Je continue mon chemin. Et j'arrive au café. Brasserie La Maison du Vin. Elles sont là. Bonjour. Bonjour, ça va ? Oui, très bien, et toi ? Ça va très bien. Moi aussi, vous êtes toutes les deux habillées en vert. C'est normal, hein. Est-ce qu'on se ressemble ? Oui, beaucoup. C'est vrai ? Ouais. Ah bah tant mieux. Beaucoup, vous avez un peu la même coiffure, le même sourire, les mêmes yeux. Vous êtes attablé dans ce café, la brasserie de la Maison du Vin. Vous connaissiez ce café ? Bah non, pas du tout. Vous étiez où, Martine, le 6 janvier 1986 à 11h30 ? À suivre. Et alors que vous allez faire de l'enregistrement là ? Un podcast. À quoi ? Je voulais savoir exactement c'était quoi un podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Bisous. Cerno.